Bonjour à tous, je suis Virginie Bézakian, responsable marketing des éditions Bordas et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire consacré aux problèmes par l'image, animé par Claire Lomé, et je vous présente notre autrice en quelques mots avant de lui laisser la parole. Claire est professeure agrégée de mathématiques. Depuis plus de 25 ans, elle a enseigné en collège, en lycée, mais aussi en entreprise, dans l'enseignement supérieur, au Greta, en milieu hospitalier et carcéral. Elle est aussi formatrice et a participé notamment aux formations dans le cadre du plan Villani-Torossian. En tant que référente mathématiques académique, formatrice académique et formatrice REP+, elle travaille au plus près des professeurs des écoles. Elle est également blogueuse, engagée à la PMEP. Claire est aussi autrice de dossiers pour les cahiers pédagogiques et publie régulièrement des articles dans le Café pédagogique. Et c'est aussi l'autrice de nos cahiers Les problèmes par l'image, qui est le sujet de notre webinaire qui va se dérouler en deux parties. Donc Claire va vous faire une présentation pendant laquelle vous pourrez poser des questions par écrit en utilisant l'outil chat, n'hésitez pas. Nous ferons tout pour y répondre, soit pendant la présentation, soit à la fin. Et pour toutes les questions non répondues, je vous invite à nous les adresser de nouveau à l'adresse email conférence au pluriel @bordas.tm.fr. Et je vous souhaite un bon webinaire. Et Claire, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de pouvoir vous présenter les problèmes par l'image aujourd'hui. Donc, effectivement, je suis enseignante. J'ai beaucoup enseigné dans le premier degré, alors pas en ayant ma propre classe, mais en intervenant de façon très régulière, de façon hebdomadaire dans des classes. Et ce que je vais vous présenter, c'est vraiment en lien avec les expérimentations que j'ai pu faire en classe. Actuellement, je n'enseigne plus seulement les mathématiques. À force d'aller dans les classes de premier degré, j'ai envie de franchir le pas et je suis maintenant coordinatrice ULIS. Donc voilà, on fait un petit peu le même métier, hop, vous et moi, parce que voilà, j'enseigne effectivement en tout à mes élèves qui sont en situation particulière. Alors, je réponds juste au petit message qui s'affiche. J'ai des autorisés, des choses qui pop-up partout sur mon écran. Je vous ai mis mes deux adresses mail, mon adresse perso et mon adresse pardon, académique sur cette première diapositive. N'hésitez vraiment pas à m'écrire. Alors, j'ai un peu la tête dans le guidon cette année parce que je suis débutante coordinatrice ULIS, donc ça me demande pas mal de boulot. Et puis, parce que je suis en formation pour passer le KPI. Mais je réponds à tous les messages. Parfois, je mets un petit peu de temps, mais je réponds à tous les messages. N'hésitez pas. Alors, je vais vous parler des problèmes par l'image et je ne sais pas en fait si vous me voyez ou pas et si je peux vous montrer des choses, mais je vais supposer que oui. Oui, Là, oui, vous on avez... vous voit bien. Ok, super, merci beaucoup. Je vous ai apporté justement une des boîtes que j'ai mis là sur la diapositive. En fait, voilà, les problèmes par l'image, c'est de ce format-là. Donc, ce sont des boîtes qui sont par niveau de l'époque et qui contiennent des tas de petits problèmes, chacun sur un petit carton. Sur cette diapositive, pardon, vous voyez donc des boîtes de problèmes par l'image. Vous voyez au-dessus ce que moi j'en ai fait pour mes élèves quand j'étais en enseignement ordinaire, en ayant photocopié les cartes au départ, donc c'était les cartes originales, hein. Je les avais photocopiées, plastifiées pour pouvoir les donner aux élèves. Il y a des petites gommettes parce que c'est par niveau de difficulté, par domaine du programme, etc. Et donc je les emmenais en CM1, CM2 pour les proposer aussi, pas toutes, je sélectionnais à des élèves d'école. Et puis au-dessous, donc là c'était l'époque du Covid, hein, ça se voit un petit peu, j'avais un beau masque mathématique. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est justement, ce sont des productions des élèves sur les cartes de problèmes. Donc en fait, pour moi, c'est un outil que j'utilise depuis longtemps, que j'ai trouvé par hasard sur un site de vente d'objets d'occasion. Mais j'ai vraiment le coup de cœur et je suis très contente que Bordas m'ait permis de les utiliser pour les publier, parce que je les utilisais déjà. Donc je vous refais pas mon parcours, j'ai la bougeotte, voilà, ça se voit sur ce que j'ai pu faire. Je m'amuse bien, je fais plein de choses, je fais classe. Des maisons d'édition, mais j'aime beaucoup ça. Par contre, ça fait un moment que j'ai mon blog et c'est vrai que écrire, c'est vraiment un besoin pour moi et puis transmettre, partager. C'est pour ça, si vous avez des questions, vraiment, allez-y. Ce qui m'intéresse,
c'est d'échanger. Et même si ce sont d'ailleurs des critiques ou des questions qui vous semblent des questions poil à gratter, moi, c'est ce qui me fait avancer, en fait. Donc, vraiment, allez-y. Donc, je vais vous présenter les problèmes par l'image. Vous les voyez là. Moi, j'ai amené mes petits exemplaires. On a pour le moment le CM1 et le CM2. Il y a les versions papier, et puis il y a aussi une version numérique qui est très très pratique parce que ça permet de pouvoir la projeter directement en classe. Là, c'est sous forme de cahier de l'élève. Bon, on peut les utiliser de plein de façons différentes. Alors, je vais commencer rapidement par une question philosophique. Pourquoi fait-on des maths? En fait, si je résume ce que j'ai écrit là, d'ailleurs, ce diapo-là, après, je vais le mettre sur mon blog, comme ça vous y aurez accès si vous voulez. Il s'appelle Pierre Carré, mon blog. En fait, pour moi, globalement, faire des maths, c'est pour être mieux au monde, comme je l'ai mis en avant-dernier point là-dessus, et je trouve que ça contient tout le reste. C'est-à-dire que les maths permettent de se cultiver, d'avoir des outils de pensée, d'avoir des notions, de la culture, et c'est ce qui permet du coup de pouvoir mieux comprendre notre environnement, mais aussi mieux réfléchir, en fait, développer son intelligence, comme toutes les autres disciplines. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que les maths dans la vie, même si quand même les maths c'est vraiment joli, mais en fait elles vont permettre de compléter tout le reste de la culture et de la structure de l'intelligence et de la pensée pour tous les individus, qu'ils soient petits ou grands. Et un des super pouvoirs qui est en même temps ce qui bloque en fait pas mal de gens en mathématiques, c'est l'abstraction. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'amener à la modélisation, à l'abstraction, à cette pensée qui va être une pensée qui va tendre vers un petit peu plus d'objectivité, qui va tendre vers un petit peu plus de rigueur intellectuelle peut-être. Certains le voient comme une espèce d'aridité, mais moi je ne crois pas du tout, parce que pour moi les mathématiques sont aussi pleines de fantaisie et de créativité. Et voilà, c'est pour ça que moi je fais faire des maths à mes élèves. D'ailleurs, j'ai organisé là ces 6 éléments euh, vers les plus importants. C'est-à-dire que ce vers quoi moi je tends, c'est à donner plus de liberté aux personnes à qui j'enseigne, en acceptant leur altérité d'ailleurs. Alors maintenant, pourquoi enseigner les maths? Et bien justement, donc, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de liberté. Et j'ai mis au-dessous un extrait d'une des productions que je vous ai montré qui était sur le tableau tout à l'heure au début, d'une enfant qui s'appelle Maëlys, qui, il y a quelques années, donc en école, a réussi à résoudre un problème. Alors, c'était pas très très bien résolu sur le plan mathématique, mais elle avait de très bonnes idées. Il n'y avait plus qu'à aller un petit peu plus loin. Et surtout, Maëlys, qui est toujours dyscalculique, était en très très grande difficulté en mathématiques. Vraiment, c'était physique, quoi, parce que ça lui donnait de la souffrance, en fait, quand elle est arrivée dans ma classe. Et puis voilà, avec ses problèmes par l'image, elle a réussi à faire des choses, à écrire des choses, à faire avec sa camarade tout un, tout un affichage. Et elle a pris l'initiative sur son affiche de marquer « Et maintenant, la danse de la victoire ». Et je trouve, en dehors du fait que ça m'émeut toujours, je pense que dans 10 ans, ça m'émeuvra toujours, je trouve ça très révélateur. Les personnes qui sont en difficulté en mathématiques ne sont pas en difficulté pour comprendre l'importance des mathématiques et de la pensée mathématique. Et donc ces personnes-là, et Maëlys en est l'exemple puisque en tant que dyscalculique, elle n'a pas accès à ça, en tout cas elle n'y avait pas accès, je pense que il manque quelque chose consciemment en fait aux personnes qui sont en difficulté en maths. Donc voilà, c'est pour moi, c'est le genre de parole d'élève que je garde précieusement pour les moments un peu de fatigue, vous savez, avant Noël par exemple, ou de découragement, quand ça marche vraiment pas comme on voudrait, ou quand on s'est planté dans ce qu'on a préparé. En fait, voilà, Maëlys, elle a gagné de la joie déjà, et elle a gagné de la fierté, parce qu'elle a réussi à faire des maths et qu'elle le savait. Voilà. Donc pour moi, enseigner les mathématiques, c'est certainement pas formater. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas entraîner, faire répéter, automatiser. Mais c'est pas formater la pensée. C'est libérer la pensée en donnant des outils. Ce que je trouve très différent. Par exemple, voilà sur un problème par l'image qui est collé joyeusement dans un sens bizarre sur l'affiche par Younous et son groupe.
mais Younous n'a pas voulu mettre le prénom des autres élèves de son groupe parce qu'ils s'étaient disputés en faisant cette affiche, ils n'étaient pas d'accord, et ses camarades ne voulaient pas me rendre cette affiche parce qu'elle est crado. Bah, Younous, il a fait une affiche avec des couleurs où il a répondu aux questions que j'avais posées, les difficultés du problème, comment on le résout, etc. Ils n'avaient pas voulu parce que voilà, il y a des ratures et tout, c'est mal écrit peut-être, ainsi de suite. Sauf que Younous, c'est un élève qui parlait pas très, très bien français et qui n'écrivait encore moins bien et qui avait des problèmes de graphie. Et ben voilà, c'est comme Maëlys, quoi. Il a été en activité sur cette tâche et il a réussi vraiment à produire quelque chose de très intéressant. On a pu étudier, d'ailleurs, il faisait partie du coup des élèves que j'avais retenus pour la synthèse, ensuite la trace d'institutionnalisation, parce que d'abord, ce qu'il avait fait le méritait, et puis ça me permettait de le valoriser. D'ailleurs, le problème qu'il représentait est un des problèmes qui figurent dans les cahiers de cycle 3. Et donc, comme je vous le disais, enseigner pour moi, ça n'est pas formater, mais c'est outiller en code, en repères, en particulier pour les élèves qui en manquent. Alors en plus, c'est un exercice qui est très intéressant, l'exercice des problèmes par l'image, parce que pour les élèves qui sont en difficulté, il y a cette phase d'automatisation, de repères. On va guider vraiment les enfants pour leur montrer comment on comprend un problème et comment on le résout. Et puis, il y a aussi, pour les élèves en réussite, le fait de leur proposer des tâches qui changent, qui se font partiellement en groupe, en grand groupe ou en binôme ou en trinôme, de pouvoir expliquer aux autres, etc. Et donc d'être amené forcément à aller plus loin. De ne pas se contenter de savoir résoudre, mais aussi de pouvoir transmettre comment on a résolu, de pouvoir aider les autres, etc. Donc, c'est une idée de différenciation qui est une idée d'ambition. Tout le monde progresse, parce que tout le monde mérite de progresser. Hop, voilà. Alors, je voulais aussi vous dire un mot sur le rapport entre les maths et les problèmes. Il y a le fameux sketch de Gad Elmaleh dans lequel il dit « Oh, des problèmes, encore des problèmes, en maths, il y a que des problèmes ». Alors, en fait, non. En maths, il n'y a pas que des problèmes, en maths, il y a de la résolution de problèmes. C'est quand même très différent. Les maths ne créent pas des problèmes. Les maths les mettent en lumière en les formulant pour les résoudre. Et donc, on est bien dans une démarche constructive, pas une démarche de mise en difficulté, évidemment. Alors voilà, sur les problèmes par l'image dans une classe, alors là on est en sixième, hein. C'était une de mes classes de sixième il y a quelques années. Ce que ça peut donner, il y a certains problèmes qui sont communs à plusieurs groupes parce que les élèves ont aussi choisi leurs problèmes parmi un petit éventail. Et puis ensuite, eh ben, on a discuté de tout ça. Donc voilà toute la démarche que j'ai pratiquée longtemps en classe qui m'a permis d'arriver au problème par l'image. Alors on peut s'interroger sur pourquoi les supports des années 50-60. Là, je vous en ai mis deux exemples, hein. Alors, je vous ai mis celui de gauche parce que c'est celui-là que je vais vous présenter ensuite du cahier de problèmes. C'est le cahier de problèmes de CM2. L'autre aussi, d'ailleurs, je l'ai utilisé. En fait, ce qui m'a attiré là-dedans, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect maths en vie, en fait, à qui je tiens à rendre un hommage vibrant, hein. Moi, je ne fais pas là du maths en vie, mais j'adhère à maths en vie, évidemment, au sens propre et au sens figuré, d'ailleurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait cet aspect, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a des dessins, donc ça peut aider des élèves qui sont pas trop bons lecteurs à rentrer dans le problème. Et en même temps, du coup, il y a énormément d'implicite. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est qu'en fait, ces outils, ce sont pas uniquement des outils de résolution de problèmes, ce sont des outils d'exhibition de l'implicite et de compensation de l'implicite par l'élève. C'est-à-dire que je cherche pas uniquement à expliquer comment on résout un problème, je cherche aussi à donner des clés pour que les élèves puissent, en transférant d'ailleurs là ce qu'ils font sur les résolutions de problèmes, qu'ils le fassent aussi ailleurs, qu'ils puissent comprendre ce qui n'est pas dit dans un énoncé, peut-être pourquoi ça n'a pas été dit, et comment ils peuvent retrouver justement ce contenu-là. Parce qu'il me semble que nous sommes à un moment où l'implicite est un élément vraiment de clivage, de rupture incroyable entre différentes catégories socio-professionnelles, entre différents groupes d'élèves, entre voilà, différents environnements. Et ça, c'est pas tolérable. J'ai enseigné surtout en zone sensible, en éducation prioritaire, en REP dans ma carrière. Moi-même, d'ailleurs, je suis issue de l'éducation prioritaire. Et on ne peut pas tolérer que, voilà, dans un projet de société, quoi, qu'on
qu'on baisse les bras devant le fait que certains élèves n'accèdent pas au sens. Donc en fait, il y a plein d'élèves, ils savent pas faire, enfin on trouve qu'ils savent pas faire, mais c'est pas forcément qu'ils savent pas faire, c'est-à-dire qu'ils savent pas accéder au contenu ni à la question qui est posée. Et là, j'ai trouvé que c'était un bon outil. Donc voilà, grâce à ces problèmes-là, ce qui m'intéresse, c'est que la différenciation, elle est hyper simple à faire. Donc différenciation selon les niveaux, mais aussi différenciation si vous avez des classes à double niveau ou à triple niveau. Le format carte me semble très pratique. Donc là, on l'a revisité pour être pratique dans le cahier. Mais c'est vrai que c'est un format qui m'avait bien plu. L'aspect vieux problème, moi, mes élèves, ils avaient appelé ces problèmes les problèmes de la boîte à mamie. Parce que les années 50, 60, c'était à peu près la génération de leurs grands-parents. Et en fait, ça motive les élèves et c'est quelque chose qui après s'échange dans les familles aussi. Et puis, cet aspect vieillot, en fait, passé, permet que les élèves acceptent de se poser des questions sur le langage. Ils peuvent se dire, c'est pas moi qui manque de lexique ou qui n'ai pas compris quelque chose alors que j'aurais dû. C'est normal parce que c'est vieux. C'est pas vrai, mais c'est pratique parce que du coup, ben, ils sont pas trop butés sur l'idée de non, mais de toute façon, je comprends pas. Voilà. Donc on va parler de différenciation. Évidemment, on va énormément verbaliser. On va développer la métacognition pour qu'ils comprennent comment se débrouiller quand ils sont tout seuls devant une tâche où en fait il y a de l'implicite et il manque des choses. Et puis on va quand même aussi parler résolution de problèmes, en particulier en dégageant des invariants. Donc maintenant, je vais vous présenter vraiment le contenu du cahier et de la partie du guide pédagogique en fait. Alors moi, je me suis appuyée sur le CM2. Je pense qu'il fallait faire un choix, quoi. Donc vraiment, mon objectif principal, avant même la résolution de problème, c'est repérer et décoder l'implicite et puis développer l'expression orale et écrite. Ce qui va bien avec ce que je vous disais tout à l'heure, de développer la capacité d'argumentation, d'outiller la pensée et d'accroître la liberté. Alors, je me suis énormément appuyée sur le guide de résolution de problèmes au CM parce que je trouve vraiment que moi, je trouve que c'est un super outil. Voilà. Et je trouve que voilà, ce que j'ai fait, en tout cas la façon dont je l'ai fait, me donne l'impression que c'est bien en écho avec ça. Donc on a un sommaire avec 5 chapitres, enfin oui, chapitres, qui ne couvrent pas du tout le programme. D'une part parce que moi j'avais un certain nombre de cartes et il n'y avait pas des cartes sur tout, déjà parce que le programme est quand même bien différent dans les années 50. Et puis de toute façon, c'était pas le but, puisque le but c'est d'outiller sur l'implicite et de résoudre des problèmes, donc il n'y avait aucune raison d'essayer de tout balayer. Donc là, par exemple, on a des énigmes, les opérations, donc nombre et calcul, R et volume, grandeur et mesure, solide, on est dans de la géométrie, donc on a quand même tous les domaines. Et puis des programmes de construction en géométrie, et ensuite des problèmes que j'aime vraiment bien, des cartes que j'adore. Et donc on a mis en défi, excusez-moi, mon chat me fait bouger mon écran, qui permettent que les élèves puissent, en autonomie, s'ils ont fini, sont en avance ou quoi, hop, on dégoupille une carte et puis vas-y. Dans chaque chapitre, on a 5 phases. Une phase d'échauffement, les prérequis, une phase d'étayage, donc là c'est avec l'enseignant et en grand groupe, on discute tous ensemble de comment on va résoudre le problème et on pose vraiment des repères, on explicite, on est le plus clair possible. Une phase d'installation de la compréhension, où les élèves ont traité des variantes complètement directement inspirées du problème principal. Ensuite, on transfère donc des problèmes différents, mais qui en fait sont afférents au même mode de pensée ou aux mêmes outils mathématiques. Et puis enfin, la maîtrise. On crée des problèmes, on invente, et comme ça, après, on peut se les échanger. Ces phases, elles sont, on peut les faire, alors, elles sont ordonnées. On ne va pas faire la maîtrise avant d'avoir fait le problème principal. Mais par contre, soit on traite tout dans la foulée, soit on va le faire de façon perlée au fil de l'année. C'est pas du tout un problème. Dans la phase d'échauffement, donc j'ai pris dans le CM2 les opérations. Là, en fait, moi, je vais poser un problème qui va parler de grandeur et mesure et de nombre et calcul. Et je vais avoir besoin que les enfants sachent ce que c'est qu'une contenance, que ça s'exprime en litres, qu'ils sachent faire des conversions de masse, qu'on aborde le calcul astucieux et qu'on sache lire un cadran de balance à aiguille. Donc, l'échauffement,
eh ben, il permet de remettre ça en route et puis que l'enseignant puisse du coup remédier si jamais il se rend compte qu'il y a des enfants qui ne sont pas au point là-dessus. Phase 2, l'étayage. Donc là, on est en individuel et en collectif. On a l'image, toutes les images ont été retravaillées par un graphiste. Donc là, en fait, voilà notre problème. On sait que une bouteille vide d'huile d'olive pèse donc ici 700 grammes, qu'une bouteille pleine pèse ici 1 kg et 600 grammes. On a un bidon rempli de 50 litres d'huile qui est posé sur une balance de type différent et on lit la masse du bidon plein. Et la question qu'on se pose, c'est combien pèse le bidon vide. Donc d'abord une phase courte d'analyse du problème visuellement, en fait, de quoi ça parle par les élèves. Et ensuite, ils vont pouvoir, en collectif, répondre aux questions. Moi, je commence toujours par une phase individuelle parce que on a toujours dans une classe, dans un groupe, des élèves qui m'affrontent, que ce soit pour dire des choses très justes et très pertinentes, ou que ce soit parce que il faut que ça sorte et c'est pas forcément juste, peu importe, mais en tout cas, ça me semble important de laisser le temps de la pensée de chacun et de chacune. Ensuite, la première phase, c'est vraiment je regarde. Qu'est-ce que je vois? C'est quoi un bidon? La question, c'est combien pèse le bidon vide? Il y a plein d'élèves qui savent pas ce que c'est qu'un bidon. Sur quoi sont posées les bouteilles et le bidon? Donc là, on va dire, en fait, c'est des balances, c'est pas les mêmes, mais ce sont des balances qui permettent de peser des objets. Qu'est-ce qu'il y a sur le plateau de gauche qui pèse les bouteilles? On va parler des poids. Et que pèse chaque balance? Il y en a une, c'est un bidon vide, il y en a une, c'est un bidon plein. Dans le livret du maître, le livre pédagogique, le guide pédagogique, pardon, et là, vous avez toutes les corrections. Ensuite, on passe à un niveau un petit peu plus pointu. Pourquoi les deux bouteilles n'ont-elles pas la même masse? Finalement, on a deux bouteilles d'huile d'olive de la même marque sur nos balances et pourtant, il n'y a pas les mêmes poids. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y en a une qui est vide et il y en a une qui est pleine. Et pourquoi sur la balance, le bidon, pourquoi, pardon, la balance qui pèse le bidon, on ne voit pas toutes les graduations d'indiqués. Ça, par exemple, c'est original de la carte, hein, de la carte de Monsieur Vincop, l'auteur des problèmes par image. Et ça, je trouve, par exemple, que c'est pas du tout évident. Donc moi, ce que je réponds à ça, mais c'est qu'une indication, hein. L'enseignant, s'il a une autre explication, il y va, hein. Seules les graduations utiles ont été dessinées. Dans la réalité, toutes les graduations apparaissent sur le cadran d'une balance. Donc en fait, le but, là, c'est de leur dire, en fait, on a dû faire ça pour vous simplifier la vie. Et vous voyez, peut-être ça vous la complique. C'est un grand classique, ça, en pédagogie, en didactique. De décomposer, d'essayer d'aider et en fait de complexifier les choses. Ensuite, on enquête et on représente. Donc je vais vous montrer, moi, ce que ça donne dans le guide du maître. Alors là aussi, ce sont que des propositions. Donc dans le guide du maître, vous avez toujours une phase de représentation, de dessin, de schéma, où les enfants font comme ils veulent. Et puis la résolution, donc là je vous l'épargne, hein, et on termine par une explication synthétique, qui serait un peu notre institutionnalisation du problème finalement. Dernière toute petite étape qu'on a en bas de la page, on s'interroge sur la cohérence de ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai bien donné une masse? C'est ce qu'on me demandait. Dans quelle unité je l'exprimais? Est-ce que c'est plausible ou pas? Bon, ça, en général, ils n'ont aucune idée, les enfants, mais je le demande en fait parce que justement, c'est de leur donner aussi des repères, de savoir 300 mètres, c'est à peu près quoi, et 20 kilos, c'est à peu près quoi, ça me semble important, et on n'enseigne pas beaucoup ça. Ensuite, on passe, donc là, on a fait le problème principal, la phase dans l'enseignement explicite, c'est un peu la phase de modelage, quoi. C'est le moment où on montre comment on va faire. Ensuite, on donne, alors en individuel ou en groupe, aux enfants un problème. Donc là, vous voyez, vous avez la structure du problème, sauf qu'il n'y a pas les données dessus. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est à chaque fois 3 niveaux de données. Et l'enseignant va pouvoir soit dire aux élèves, toi, tu dessines ta bouteille, puis dessus, tu mets que c'est de l'eau et tu mets 400 grammes sur ta balance, mets 400 grammes sur l'autre, et puis tu mets sur ta balance du bidon 63 kilos. Soit ils le dessinent avant, moi je le dis aux enfants, ils l'écrivent. Parce que comme j'arrive en classe, que j'ai commencé, de toute façon j'ai pas le temps de faire ça avant. Et on a 3 niveaux, donc là par exemple les 3 niveaux, c'est d'abord on a que des entiers et aucune conversion nécessaire. Dans le deuxième, on a à nouveau des nombres entiers, mais on va avoir des conversions nécessaires.
Et dans le suivant, et puis tout tombe pas aussi rond, quoi. Et dans le dernier, là, cette fois, soit on a des décimaux, soit ça nous oblige à faire des conversions. À chaque fois, on a ces 3 niveaux. Donc, soit l'enseignant décide pour les élèves quel niveau ils vont choisir, soit ce sont les élèves qui choisissent eux-mêmes. À nouveau les mêmes phases. Je regarde, je décode, j'enquête, je représente, je réponds, j'explique, je prends du recul, je redis, je vérifie. Exactement pareil, pour donner ces repères, ces automatismes. Par expérience, les enfants, du coup, quand ils résolvent des problèmes, essaient de suivre ces étapes-là, même quand ce ne sont pas des problèmes par l'image. Et puis, à un moment donné, eh ben, ils s'en détachent, parce qu'en fait, ils ont trouvé leur propre modalité. Pas dernière phase, presque dernière phase, le transfert. Donc là, ce sont les problèmes, à chaque fois, il y en a 3. Je vous en parlais, ce sont des problèmes dans des contextes différents. Bon, le problème des petits pois, il ressemble beaucoup, hein, mais celui des citrons et celui du camion, un petit peu moins. Et il va falloir que les élèves réussissent à transférer ce qu'ils ont appris en termes de compétences et de notions sur un de ces problèmes-là. Là aussi, ils sont par niveau, donc soit au choix, soit guidés par l'enseignant. Et tout pareil, hein. Alors, on va voir, je résous le problème, je fais mon dessin, je prends du recul, mais avant ça, ces 3 problèmes se ressemblent. Pourquoi? Donc là, on est en plein dans la métacognition, c'est-à-dire réussir à trouver ces repères. Mais en même temps, ces problèmes sont différents. Pourquoi aussi? Et comment va-t-on résoudre ces 3 problèmes? C'est-à-dire que là, avant d'en choisir un, les enfants étudient les points communs et les différences, et donc le mode de résolution de ces problèmes. Donc là, par exemple, à chaque fois, c'est un problème où on cherche une masse, où on groupe des objets identiques, on forme une collection, et à chaque fois, il y a une information sur le contenant vide. Il y a une fois, c'est un camion, mais c'est quand même pareil. En même temps, c'est pas non plus les mêmes, parce qu'on s'intéresse à la masse d'objets différents, parce que les questions sont différentes dans chaque problème, et en plus, parce que dans le dernier problème, il n'y a pas de balance. Comment est-ce qu'on va résoudre? En fait, vous voyez, on va le résoudre de la même façon. On va se poser les mêmes questions, pas forcément dans le même ordre. Combien pèse le contenant? Combien pèse un objet? Combien y a-t-il d'objets? Et grâce à ça, on va répondre. Donc il y a vraiment cette volonté quand même de modéliser la recherche, mais en libérant la pensée. Bon, ça je viens de vous le dire, donc je passe. Et la dernière phase, les élèves vont cette fois, moi c'est ma phase préférée, peut-être parce que c'est celle où j'ai le plus le loisir de regarder les élèves vraiment travailler, puisque là ils ont bien compris à ce niveau-là où on en est. Ils vont inventer un problème. Donc ils vont le dessiner, poser une question, donner un titre et le résoudre. Là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi la production d'écrits, la compréhension et la production d'écrits. Ceux qui ne peuvent pas écrire, on les fait enregistrer, ils peuvent toujours dessiner, puis le reste, ils enregistrent, ou alors ils font de la dictée à l'adulte. Et c'est très très intéressant à faire. Ce qui est assez frappant pour moi dans les classes, c'est qu'en fait, la plus grande difficulté que j'ai pu observer chez les élèves, c'est de trouver un titre. C'est pas de trouver un problème, parce qu'en plus, moi, je les autorise à utiliser les problèmes qu'on a étudiés comme exemple. Je leur dis juste, bah, essayez de changer d'objet peut-être. Voilà. On regarde à la maison, je leur explique avant qu'on va faire ça. Donc, ils ont le temps de rentrer à la maison, de regarder un peu ce qui les entoure, de voir qu'effectivement, il y a des maths partout, et puis de revenir avec des idées. Et en fait, c'est vraiment le titre qui leur pose le plus de problèmes. Donc ça, on en discute. Voilà. Dans le guide pédagogique, on a le type d'activité, la difficulté, la durée, le matériel, etc., les objectifs. On a aussi la place dans les programmes, ce qui me semble vraiment important à faire comprendre aux élèves. À chaque fois, c'est vrai que j'avais une focale quoi, didactique à atteindre. Les points de vigilance, c'est-à-dire les petits trucs qui sont, je vais me permettre d'être un petit peu grossière, qui sont casse-gueule. C'est-à-dire qu'en classe, on risque de dire un mot, par exemple, qui va pas être adapté ou qui va dévoiler la correction, enfin la solution, ou bien un point difficile qu'on n'aura peut-être pas eu le temps d'envisager avant, parce que bah, vous n'avez pas forcément le temps de vous plonger dans des contenus avant de les mettre en route. Donc là, l'idée, voilà, c'est de vous donner des clés qui vous permettent d'avoir anticipé, même si vous n'avez pas vécu le truc. On a aussi évidemment la résolution de problèmes, étape par étape, très détaillée, avec différentes démarches, parce qu'il y a plein de façons de le faire, on est libre. Et en même temps, une petite synthèse. Là, j'ai mis la synthèse, par exemple, pour le problème du bidon, pour que bah, si vous n'avez pas envie de vous plonger dans tout le détail de la solution, ou si jamais vous avez donné plein de problèmes différents à vos élèves et que vous avez tout le monde sur le dos en même temps qui vous demande une solution, vous sachiez, pouf,
où vous trouvez le truc. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis assez contente de moi parce que il est 15h34 et je suis au bout de ma présentation. Or, je voulais laisser du temps pour vos questions. Merci beaucoup, Claire. On a une question que je vous soumets tout de suite. On nous demande si tous les types de problèmes sont traités dans une année. Pas forcément. Alors, tous les types de problèmes au sens problème additif, problème multiplicatif, tout ça? Je pense, je pense. Je vais demander à l'utilisatrice, elle avait bien précisé sa question dans le chat. Ouais, parce qu'honnêtement, c'est pas un point de vigilance que j'ai eu, mais en y réfléchissant, je crois que si, en fait. Je crois que oui. Parce que j'ai cherché à ce qu'ils soient différents, les problèmes, les uns des autres. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas de questions pour l'instant. Oh bah zut alors! Me laissez pas toute seule, chers collègues. Posez des questions. Allez-y, le chat est ouvert, n'hésitez pas. Donc, Elisabeth nous dit problème de comparaison, recherche d'un tout, d'une partie, concernant les types de problèmes abordés sur une année. Alors, comparaison, oui. Recherche de tout et de partie, oui. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je pense même que on va pas avoir par chapitre seulement des problèmes, par exemple, de tout et partie, ou euh, ça peut être mélangé selon les niveaux qu'on va proposer aux élèves. Donc, du coup, il y a moyen pour l'enseignant de choisir, si c'est à un moment donné un type de problème spécifique qu'il veut travailler, bah, de choisir ce type-là de problème. Alors, je continue, les questions affluent. Ah, Est-ce que vous pouvez répéter les différents éléments que vous demandez lors de la création du problème? ok. Pif, 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 pif. Donc, la création du problème, on est d'accord, on est sur la phase 5. Hop, voilà. Je pense que c'est de ça qu'on me parle. Je pense. Ouais. Donc, les élèves doivent, en fait, d'abord, ils doivent trouver une idée, quoi. En soi, c'est hyper compliqué de trouver une idée. Là, je suis en train de le faire en Ulysse, de faire inventer des problèmes, mais alors on est au niveau de problèmes tout simples, mais c'est hyper compliqué pour eux. Donc déjà, les élèves doivent trouver une idée. C'est pour ça que cette phase-là, il faut absolument avoir fait ça avant. Il faut absolument avoir comparé les trois problèmes pour que les élèves aient vraiment compris qu'entre le problème principal, ses variantes, et les trois problèmes d'application, finalement, de transfert, on est sur un type de questionnement. Ils vont pouvoir, en général, ils partent d'un exemple qu'ils ont étudié, et puis ils changent le contexte, ils changent les citons, des frites ou en burger. Du coup, il faut changer les valeurs. Alors, en changeant les valeurs, ils se rendent compte qu'il va y avoir des variables didactiques, même s'ils ne les appellent pas comme ça, mais qu'en tout cas, selon ce qu'ils vont prendre, ils vont plus ou moins galérer pour le résoudre. Et ça leur permet à ce moment-là de dessiner leur image, de trouver leur problématique et de poser leurs questions. Ensuite, ils résolvent leurs problèmes parce qu'on ne propose pas un problème qu'on ne résout pas. Et une fois qu'ils ont fait ça, euh, ils ont en fait le petit encart là pour faire leur recherche ou schématiser leur solution. Puis à côté, ils la rédigent. Et ensuite, ils prennent le même recul. Je redis, je vérifie. C'est à nouveau pour prendre le recul, pour voir si ma réponse est bien la réponse à la question que j'ai moi-même posée et si elle est vraisemblable. Donc, ce sont les mêmes étapes. Donc, ça tient en une seule page, bah, déjà pour des contraintes éditoriales, et puis parce qu'on est à la fin de la séquence en quelque sorte, quoi, de l'activité en tout cas. Et à ce moment-là, ils peuvent, s'ils ne l'ont pas encore fait, donner un titre. Ok. Alors, on a une question sur la sixième. Est-ce qu'on peut utiliser le niveau CM2 pour les sixièmes? Ouais, sans problème. Aucun problème. Bah, en fait, En soutien, par exemple. mais même en approfondissement. Ok. Même en approfondissement, parce que le niveau 3, on va pouvoir aller plus loin. Et le fait que les élèves doivent expliquer ce qu'ils font, ça marche très très bien en approfondissement. Rien n'empêche d'aller un petit peu plus loin, si on veut, sur les variables didactiques. Mais il y a vraiment des versions qui sont communes au CM2 et au 6e, hein, puisque la 6e, on est en fin de cycle 3, c'est une espèce de bilan de tout le cycle.
Et donc, oui, oui, tout à fait. Ça passe tout à fait en sixième. Après, moi, j'ai d'autres bases, enfin, j'ai d'autres fiches des problèmes par l'image que j'utilisais pour mes élèves de sixième. Alors, toutes celles que j'ai utilisées, je les utilisais en sixième. Mais j'en ai d'autres encore, et même en cinquième d'ailleurs, avec des volumes des calculs de volume de bornes kilométriques, par exemple, dans lesquels il y a des demi-cylindres. Et tout ça, si les collègues m'écrivent, je peux tout à fait leur envoyer mes contenus. Alors, je continue sur les questions. Est-ce qu'il y a une progression ou est-ce qu'on peut piocher à l'intérieur du cahier? On peut piocher à l'intérieur du cahier. Il n'y a vraiment aucune progression en termes de niveau. J'ai voulu que les collègues puissent utiliser comme ils veulent, parce qu'il peut y avoir des thèmes qui les intéressent particulièrement par rapport à leurs besoins ou leurs appétences. Donc on peut piocher. La seule chose, c'est que avant de résoudre les défis, au début, je vous ai montré qu'il y avait un sixième chapitre en quelque sorte de défis. Vaut mieux quand même en avoir déjà traité. Voilà, pour les défis, problème du café, du garage, etc. Parce que bah, ça permet quand même de savoir comment on va s'y prendre devant ces problèmes, quoi. Voilà. Mais des défis, on est plus sur des astuces, quoi. On est plus vraiment sur voilà, du défi au sens ludique, mais ce sont des cartes originales de Monsieur Vincamp aussi. Alors, on a une enseignante qui nous dit: «On nous conseille les schémas en barre pour la résolution de problèmes. Est-ce que c'est compatible?» Oh, la jolie question. Alors, non seulement c'est compatible, mais il y a des schémas en barre dans les propositions de résolution, parce que je sais que c'est quelque chose que les collègues soit essaient de faire parce que c'est un conseil ou une injonction euh, institutionnelle, soit parce que justement ils trouvent que c'est efficace. Pour tout vous dire, je ne suis pas une fan totale des schémas en barre, mais si je veux être absolument honnête, quand j'ai commencé à écrire les résolutions, je me suis rendu compte que les schémas en barre pouvaient, dans certains cas, sur certains problèmes, grandement simplifier la résolution. Et je les ai utilisés à ce moment-là à l'école et aussi au collège d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que c'était très populaire chez les élèves, pas par principe, mais parce que ça leur permettait vraiment, sur ces problèmes-là, de comprendre. Donc ça fait partie des modes de résolution, effectivement, qui figurent dans le guide pédagogique, à chaque fois qu'il m'a semblé que ça apportait quelque chose. Ensuite, on a une question concernant la correction des cahiers. Qu'est-ce que vous Ouais, préconisez? De corriger aussi l'orthographe ou de se concentrer uniquement sur la partie mathématique? ça c'est aussi une bonne question. Alors, mon premier mouvement, ce serait de vous dire, on ne corrige pas l'orthographe. Sauf que maintenant que je suis cordeau Ulysse et que j'enseigne toutes les disciplines, je me dis c'est dommage de ne pas en profiter pour en parler aussi. Donc je suis normande, hein, je vais vous faire une réponse de normande. Euh, je pense que la focale n'est pas sur l'écriture, l'orthographe, la grammaire et tout ça, mais ça peut quand même être l'occasion de reparler de certains points. Déjà parce que ça peut faire une respiration mathématique en fait aux élèves. Ensuite parce que c'est parfois plus simple d'aborder certains problèmes euh, d'orthographe, de grammaire ou de graphie dans d'autres activités parce que c'est moins formel. Donc je pense qu'il ne faut pas que ça parasite la recherche parce que là le but c'est pas ça, mais ça peut être l'occasion effectivement de disons que je corrigerai pas de façon systématique, quoi. Ça, non. Merci Claire, je continue. On a encore 2 petites minutes devant nous. Est-ce qu'on Allons-y. peut faire est-ce qu'on non, pardon, excusez-moi. Peut-on ne faire que cette méthode sur une année de CM ou bien faut-il compléter par autre chose pour la résolution de problèmes? Ah, on peut ne prendre que ça. C'est suffisant. Les problèmes sont vraiment suffisamment différents. En plus, si on fait ça, on va en faire un paquet de problèmes quand même si on traite tout, hein. Parce que dans chaque chapitre, il y a le problème principal, il y a 3 variantes,
Ensuite, il y a 3 problèmes à choisir. Alors, évidemment, les élèves en font que 3. Bon, dans les faits, ils en font souvent plus parce qu'en plus, ça les amuse. 3 fois 5, 15, plus les défis. Vous faites le calcul. Si en plus, après, vous leur dites, bah tiens, la semaine dernière, on avait fait le niveau 1 de ce problème-là, on va essayer le niveau 2 aujourd'hui. Ça vous fait votre année. Et il y a quand même forcément de tous les domaines. Il y a forcément nombre et calcul, grandeur et mesure, géométrie, espace et géométrie. Donc oui, c'est possible de faire que ça. Eh bien, écoutez, on a répondu à beaucoup de questions. Notre temps d'échange est terminé. Je vous remercie, Claire, pour cette présentation. Je vous remercie à tous d'avoir C'est un participé à ce webinaire. Si vous avez des questions encore ou que vous pensez qu'on n'a pas répondu en totalité à votre question, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse conférence au pluriel @bordas.tm.fr et je vous répondrai dès que possible. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée Au à tous et à revoir. toutes et merci d'être venus. Au revoir.